concocté par Binge Audio. À quoi pourraient ressembler les amours de demain ? Est-ce qu'il n'y aurait plus de barrières, plus d'étiquettes, plus d'exclusivité ? Dans Le cœur sur la table, on prend nos relations affectives et amoureuses comme objet d'étude sérieux pour les réinventer, les rendre les plus égalitaires et les plus profondes possibles. Je m'appelle Naomi Titi, je suis journaliste et depuis septembre 2024, j'ai pris la suite de Victoire Tuaillon pour incarner et superviser Le cœur sur la table qu'elle a créé en 2021. Quand j'ai commencé à travailler sur ce podcast avec elle et toute l'équipe, ma vie a complètement changé. Les projets qu'on a développés ont bousculé tout ce que je croyais acquis et inaliénable sur l'amour, la famille ou l'amitié. À Binge, on reçoit souvent des mots d'auditeuristes à qui ça a fait la même chose et on blague beaucoup sur le fait qu'on a provoqué plein de divorces. Et l'un des symptômes de cette révolution de l'amour qui est en cours, c'est l'explosion des liens qu'on tisse en dehors du carcan conjugal. C'est de ça dont on va parler aujourd'hui, ces formes de relations affectives et sexuelles hors cadre, celles qui ressemblent à un couple, avec l'intimité, le sexe, les sentiments, sauf que c'est pas un couple. Ces relations entre deux, celles qu'on qualifie de floues ou de légères et qu'on appelle parfois les situationships. Ce terme, situationship, c'est une combinaison des mots situation et relationship, relation en anglais. Et je sais pas vous, mais moi, j'en entends de plus en plus parler autour de moi, que ce soit avec mes potes, sur les réseaux sociaux ou dans les séries. Ces dernières années, il se passe vraiment un truc autour des situationships. Et je pense que ça va au-delà des conseils en développement personnel et des anecdotes croustillantes. Alors, est-ce que c'est un phénomène nouveau ? Est-ce que cette forme floue, ça promet plus de liberté pour tout le monde ? Est-ce que ça permet d'échapper aux rapports de force en amour ? Ou est-ce que ça les renforce ? On a déblayé tout ça dans un épisode spécial enregistré en public au Festival des 10 ans de Binge qui a eu lieu le samedi 11 octobre 2025 au Mazette à Paris. Vous allez écouter des témoignages de situationship plus ou moins foireuses, des débats qu'on a eus avec le public et surtout vous allez entendre les réflexions lumineuses de mes deux invités. Elles sont chercheuses en sociologie et ça fait des dizaines d'années qu'elles documentent les mutations en cours dans nos relations. Il y a Marie Bergström, sociologue à l'Institut national d'études démographiques, l'INED. C'est l'une des pionnières des recherches en sciences sociales sur les applis de rencontres. Son livre « Les nouvelles lois de l'amour », paru chez La Découverte en 2019, est une référence sur le sujet. Elle a aussi dirigé un ouvrage collectif colossal, « La sexualité qui vient, jeunesse et relations intimes après MeToo ». Il a été publié en mars 2025, toujours aux éditions La Découverte, et il repose sur une immense enquête inédite de l'INED auprès de plus de 10 000 jeunes adultes de 18 à 29 ans. Ma deuxième invitée s'appelle Florence Maillochon. Elle est sociologue, elle aussi, directrice de recherche au Centre national de la recherche scientifique, le CNRS. Elle a écrit plusieurs livres, notamment La passion du mariage, paru en 2019 aux éditions PUF, et c'est l'une des contributrices du livre La sexualité qui vient. Et dedans, avec Marie Bergström, elle signe un chapitre qui est au cœur de notre sujet du jour puisqu'il porte sur la diversité relationnelle des jeunes adultes. Alors pour commencer, je leur ai demandé d'expliquer ce terme de situationship. D'où est-ce qu'il vient et qu'est-ce qu'il recouvre exactement ? Marie Bergström me répond. Situationship, je pense qu'une définition simple et qui va au-delà du terme, c'est en fait une situation, une relation au statut incertain, à l'avenir indéfini, et souvent on dit que c'est sans étiquette. En tout cas, il n'y a pas l'étiquette du couple. Et je pense que plus concrètement, souvent ce sont des relations, on peut dire, entre deux. C'est-à-dire c'est plus qu'un coup d'un soir, plus qu'un plan cul, et en même temps, c'est pas une relation conjugale. Et donc ça veut dire souvent que
il y a de la sexualité, ça s'inscrit souvent dans la durée, il peut y avoir de l'affection, et pourtant, il n'y a pas d'engagement, c'est un point important, et potentiellement, il n'y a pas non plus d'exclusivité sexuelle. Donc voilà, donc c'est un nouveau terme qui est apparu, mais après, je pense que ce qui était plus intéressant pour nous, au-delà de ce mot, on peut se demander, est-ce que c'est vraiment une réalité nouvelle? Parce que le terme est nouveau, mais est-ce que ça a toujours existé, sauf que maintenant on le nomme? Et en fait, dans le livre, on insiste beaucoup là-dessus. On pense que réellement, il y a eu des transformations très importantes de nos vies intimes. Et une de ces transformations, c'est que les relations sont devenues beaucoup plus diverses. Quand une relation devient sexuelle aujourd'hui, ça peut devenir un couple, mais ça peut devenir un sex friend, une amie avec un plan que régulier. Donc, on ne sait pas ce que ça veut devenir. Donc, il y a une forme d'incertitude. Donc, ça, c'est vraiment quelque chose qui nous intéresse beaucoup et qu'on a travaillé dans ce livre. Est-ce que ce terme situationship, vous l'avez beaucoup retrouvé dans l'enquête que vous avez menée, puisque c'est une enquête qu'on appelle représentative en sociologie, ça veut dire qu'on essaye de représenter la société telle qu'elle existe. Donc même si on ne fait pas un sondage auprès de 66 millions de Français, les 10 000 personnes interrogées recouvrent la cartographie de la population. Est-ce que ce terme situationship, vous l'avez retrouvé auprès des jeunes adultes que vous avez interrogés ou pas vraiment ? Alors, ce on observe, c'est trois types relationnels dominants. Donc, au-delà des termes qu'on peut mettre sur nos relations, en fait, on peut dire qu'aujourd'hui, le paysage relationnel, il y a les couples, il y a les coups d'un soir, et ensuite, il y a ces relations entre deux. Alors, nous, on a appelé ça relations suivies. C'est plus descriptif, mais on peut dire situationship si on veut. Alors, si on regarde sur cette population qu'on a interrogée, 18-29 ans, c'est 15% de cette population qui disent avoir vécu cette forme de relation dans l'année. Et il faut mettre ça en relation avec le couple. Donc, c'est 2/3 des jeunes qui disent avoir été en couple dans l'année, donc 66%, et 21% qui disent avoir connu une histoire d'un soir. Donc, finalement, ces relations entre deux, c'est pas la forme relationnelle majoritaire, mais c'est une minorité significative qui l'ont vécu. Alors, est-ce qu'ils utilisent le terme situationship? Pas forcément, parce que justement, la nature même de relation entre deux, c'est qu'il n'y a pas forcément de... Qu'elle est difficile à définir. Voilà. C'est cette question en fait qui interroge tout le monde et qui nous interroge aussi beaucoup les sociologues, c'est est-ce que ce sont les pratiques qui changent ou est-ce que ce sont les mots qui changent? En fait, c'est souvent un peu les deux en même temps et le vocabulaire traduit en général des pratiques qui ont progressé et se sont imposées finalement dans le temps. Ce qui est intéressant, c'est quand même que le mot émerge et que le mot existe en fait, et ça lui donne aussi après coup une reconnaissance. Et donc ça peut guider aussi l'évolution de cette relation, même si elle est nouvelle. Alors je pense qu'elle n'est pas complètement nouvelle, mais en tout cas, même les choses anciennes comme le couple, comme les histoires d'un soir, etc., changent tout le temps de sens. Et en fait, ce qu'on montre aussi dans notre ouvrage, c'est que le couple lui-même a beaucoup changé. Donc on peut situer ces situationships aussi au regard d'une évolution de la conjugalité très importante au cours des 20 dernières années, et même au cours des 50 dernières années, mais en fait le couple est devenu différent en fait, c'est-à-dire que à la fois le couple est plus fréquent très tôt, c'est-à-dire que les adolescents et les adolescentes depuis les années 2000 se disent en couple dès qu'elles sont en relation. C'était pas du tout le cas dans les années 90. Dans les années 90, les adolescents avaient des couples, mais pour rien au monde ils se seraient dit en couple parce que ça c'était un truc de daron et de daronne quoi. Alors que maintenant, les adolescents et les adolescentes se disent en couple. Donc en fait, la période pendant laquelle on est en couple est très longue. Et en même temps, ce qu'on observe, c'est que les couples cohabitants sont reportés de plus en plus tardivement, vers la trentaine. Donc ça signifie qu'il y a une longue période d'initiation à la conjugalité qui part de l'initiation sexuelle jusqu'à l'initiation conjugale et peut-être parfois l'institutionnalisation du couple, mais qui est aussi en berne chez les jeunes. Le mariage, vous voulez dire. Le mariage, voilà. Et donc pendant cette longue période, il se passe plein de choses évidemment, et en fait on le voit aussi dans l'augmentation du nombre de couples. En fait, dans notre ouvrage, on a vu que les gens avaient beaucoup de couples. En fait, même à 29 ans, ils ont fait l'expérience de plusieurs séries de couples. Donc le couple n'a plus vocation à être durable. C'est donc, ça, c'est plus
un seul couple où on se dit qu'on rencontre une personne à 18 ans et que l'objectif c'est de rester avec la même personne toute sa vie. Ça, c'est de moins en moins fréquent et ça fait qu'on peut avoir plusieurs relations de couple, par exemple, dans cette période-là de 18 à 29 ans, quoi. C'est ça que vous avez retrouvé dans vos travaux ? Oui, c'est ça. Le couple change et en fait, il change aussi parce que quelque part, maintenant, il cohabite avec plein d'autres formes relationnelles. Donc, comme je disais tout à l'heure, aujourd'hui, quand une relation devient sexuelle, en fait, finalement, ça peut devenir beaucoup de choses. Et je pense que par rapport au passé, il fut un temps où en fait il y avait une forme souvent de présomption de conjugalité. Ça devenait sexuel, donc on comprenait qu'on était dans un processus de mise en couple. Aujourd'hui, la relation devient sexuelle, il n'y a plus de présomption de conjugalité. Donc ça veut aussi dire qu'il y a une question à savoir ce qu'on représente l'un pour l'autre, à savoir ce qu'est la relation, et ça fait aussi que c'est un processus où on doit définir ce qu'est la conjugalité. Finalement, être en couple aujourd'hui, c'est finalement de se dire en couple. Donc en fait, il faut poser des mots. Donc c'est aussi, il y a moins de choses qui vont de soi juste par les actes, il y a la nécessité de le dire. Donc finalement, l'entrée en couple est devenu un acte de langage. On est en couple parce qu'on se dit en couple. Et tant qu'on ne se dit pas en couple, du coup, tout est ouvert. Et quand on ne se dit pas en couple, il faut bien trouver des mots pour définir ces relations un peu entre deux. Et ce mot situationship, on peut revenir aussi sur sa genèse. Enfin, on ne sait pas exactement précisément qui l'a créé, mais on va dire que c'est apparu dans la presse américaine à peu près en 2017. Plutôt d'abord sous un jour assez négatif, puisque ça vient une journaliste, je crois, du Cosmopolitan qui s'appelle Karine Sieh, qui a écrit un article pour savoir si les situationships avaient tué la romance. Et donc, ce qui m'a frappée en travaillant sur ce sujet, c'est que à la fois, vous dites que vous l'avez pas tellement retrouvé auprès des personnes que vous avez interrogées, mais par contre, on en entend vraiment de plus en plus parler, que ce soit dans la presse féminine, même dans les grands médias, dans les téléréalités. Enfin, vraiment, ça devient important. Et j'ai même vu qu'il y a 900 000 publications sur TikTok avec le hashtag situationship. Donc ça, c'est vraiment, ça prend la tête aux gens, quoi. Les gens ont besoin d'en parler. Est-ce que le fait qu'on commence à en parler de plus en plus aujourd'hui, ça a un sens particulier ? Pourquoi maintenant ce mot émerge et pourquoi ces relations suivies, qui ne sont pas des couples, prennent autant de place ? Peut-être que, en fait, c'est une tendance aussi générale qui dépasse l'intimité, mais qui est très visible dans l'intimité. C'est qu'en même temps, on est dans une société où plus personne ne souhaite être catégorisé par autrui, mais en même temps, dans une société où on invente des étiquettes de plus en plus précises pour désigner nos pratiques, nos goûts. Ça va de la musique aux préférences sexuelles. Donc il y a un peu cette contradiction qui fait partie des injonctions contradictoires qui caractérisent, je pense, le XXIe siècle, mais qui peut susciter en fait cette émergence. Et que cette relation ait un avenir ou pas. Mais en fait, la question se pose, moi, je pense. Bon voilà, ça c'était un peu pour poser le décor, pour qu'on comprenne de quoi on parle. Et maintenant, pour éclaircir un peu plus ce qui se passe dans ces situationships, on va écouter des témoignages. Pour ça, on a fait un appel sur nos réseaux sociaux. On a reçu plein de vocaux WhatsApp. Les gens avaient des trucs à dire. Parfois, c'était 10 vocaux de 5 minutes chacun. Enfin, vraiment, on sentait qu'il y avait un sujet là-dedans. Et donc, on en a choisi 3 à passer ce soir pour les écouter ensemble et pour en parler. On va commencer par le seul homme hétéro à nous avoir envoyé un vocal. Il s'appelle Benoît, il a une 40aine d'années, il vit à Bruxelles en Belgique et on va passer un montage de son extrait. Il faut savoir qu'en fait, être en couple pour moi depuis assez longtemps, c'est quelque chose d'assez compliqué, je ne sais pas trop pourquoi. Le carcan du couple, toute la charge sociale, sociétale que représente le couple, toutes ces obligations, cette dimension évidente pour beaucoup, moi, me bloque pas mal. J'adore être en relation, mais j'ai du mal à me définir en couple. Sans doute parce que je me reconnais un peu dans les profils évitants, comme on dit, dans tous ces trucs de psychologie. J'aime pas me sentir comme ça enfermé ou me sentir coincé dans une situation. T'es en couple, t'es casé, c'est fini, c'est bon, c'est parti. T'es sur l'autoroute du kiff pendant 25 ans, maison, enfant, etc., etc. Et ça, j'aime pas du tout, en fait. Et ça me coince. J'ai pu avoir plusieurs relations comme ça, que vous appelez situationship, je pense, qui ont été des super relations, super intenses, où j'ai découvert plein de trucs sur moi, sur l'autre, sur mes besoins émotionnels, sur mes envies, sur beaucoup de choses. Ça m'a appris énormément de choses. J'ai vécu plein de moments riches, en fait, et humains,
simplement sans trop me soucier d'une étiquette qu'on pouvait mettre dessus. Et pour moi, c'était assez libérateur, comme ça. Je suis avec quelqu'un, ok, de manière très régulière, on se voit 2, 3, 4 fois par semaine, on s'échange des messages tout le temps. Voilà, on fait tout, on vit intensément et on vit en termes de régularité comme un couple, mais sans forcément avoir cette étiquette, sans avoir les dîners dans la belle famille, sans avoir les soupers avec les amis, sans avoir toutes ces choses un peu obligatoires et convenues d'une histoire de couple et d'une histoire familiale. Voilà, de juste être responsable de ce qu'on vit tous les deux, de ce qu'on partage tous les deux dans l'instant, jour après jour, et sans trop me soucier de ce qu'on fera dans 6 mois. Du coup, évidemment, les limites de ça, c'est que presque à chaque fois, même si elles étaient tout à fait d'accord et même partantes, et même d'accord avec moi au début, après quelques mois, quelques semaines, quelques mois, mais elles voulaient, entre guillemets, plus. Moi, en fait, c'est pas ce que je recherche. Peut-être que c'est égoïste, je sais pas trop. Avec vos lunettes de sociologue, qu'est-ce qui vous interpelle dans ce récit-là ? Je pense qu'il y a un aspect de genre, en fait, le fait que ce soit un homme qui parle. Je pense qu'il y aurait beaucoup de choses à dire sur ça, mais peut-être commencer d'abord par un constat plus général qui, je pense, concerne tout le monde, indépendamment de genre. En fait, l'extrait, il souligne quand même à quel point le couple, c'est un modèle qui est très figé. Il n'y a pas 1000 manières d'être en couple. C'est une relation sociale qui vient avec des exigences. Des exigences de sociabilité, c'est-à-dire il faut mettre du temps, il faut souper entre amis, comme il dit, éventuellement voir la famille, etc. Il y a une exigence d'engagement, c'est-à-dire que le couple est toujours très lié à l'idée de se projeter, à se lier pour l'avenir, à l'exclusivité sexuelle aussi, de ne pas aller voir ailleurs. Et puis, il y a des âges aussi où c'est très, très lié au projet familial. Donc, il y a tout ça. Et je pense qu'au fond, ce qu'il dit quand il dit que finalement le situationship c'est libérateur, au fond c'est une aspiration à une relation qui est sans attente. Alors sans attente d'engagement, peut-être aussi sans attente des manières de faire. Il dit à un moment donné... on est responsable juste de l'instant, ouais, sans penser à ce qu'on fera on fait ça à notre manière, on fait ça parce qu'on a envie d'être ensemble, sans forcément devoir un peu cocher toutes les cases de ce que c'est un couple. Donc encore une fois, je pense qu'il y a un aspect genré à creuser, mais oui, d'ailleurs, il dit lui-même qu'il se reconnaît dans les profils évitants en psychologie. Enfin voilà, c'est la fameuse théorie de John Bowlby entre l'attachement sécure, l'attachement évitant, l'attachement j'ai plus l'ensemble en tête, mais en fait, ce qu'on a beaucoup exploré dans le Cœur sur la table, justement, c'est que les hommes hétéros, peut-être par leur biographie personnelle, mais aussi par le rôle social de genre, vont beaucoup plus facilement se retrouver en effet dans ce profil évitant. Et ça, vous l'avez retrouvé dans vos travaux ou pas ? Alors, moi, j'aime pas trop, je vous le dis tout de suite, ce terme de profil évitant, parce qu'en fait, on psychologise tout de suite quelque chose qui est inscrit dans des mécanismes sociaux. En fait, si les hommes évitants ne pouvaient pas être en couple, ça se saurait et il n'y aurait pas de couple, en fait, parce qu'il y a beaucoup de profils évitants dans les couples. Donc, c'est pas un argument pour ne pas aller vers là. Profil évitant, c'est juste une manière c'est ce qu'il dit au début, c'est compliqué pour moi. Qui a dit que c'était facile pour les autres ? Y compris pour les filles. Donc en fait, c'est vraiment profil évitant. En fait, oui, parce qu'en fait, les hommes n'ont pas été habitués, mais c'est lié à leur socialisation dès l'enfance, à investir dans la sphère privée. Ils sont habitués à interagir, à faire des choses importantes dans l'espace public, à avoir de la reconnaissance ailleurs. Et tout ce qui est privé, tout ce qui est domestique, tout ce qui est familial, c'est pour les filles. Donc voilà, ça se retrouve là, c'est-à-dire que au moment de s'engager dans un couple, c'est pas très facile, c'est compliqué, ils ne savent pas faire, on ne leur a pas appris à faire, ou on n'a pas été trop insistant pour qu'ils apprennent, et voilà, donc du coup c'est ce décalage qu'on voit, donc ça n'a rien de psychologique, ou en tout cas c'est du psychologique construit par nos processus de socialisation. Et qu'est-ce qu'il évite ? Parce que là, en fait, il décrit une parenthèse enchantée. Voilà, il n'y a pas en dehors de la famille, en dehors des amis. Enfin, c'est vraiment que des moments intenses dans l'instant présent. Enfin, donc, il n'y a pas de projection. Il n'y a ni espace, ni temps, ni rien. Donc, c'est des parenthèses enchantées. Donc, c'est sûr que c'est bien. Et c'est sûr que ça plaît aussi aux filles. Donc, ce n'est pas une histoire de goût féminin ou de goût masculin. Mais ça, c'est présent dans votre enquête. Ça m'a assez surprise. Les goûts des femmes sont les mêmes que les goûts des hommes. Elles ont envie de légèreté aussi, elles ont envie de facilité aussi.
Mais ce qui change, en fait, c'est précisément à ce moment de la vie, il y a quelque chose qui se passe. C'est que le couple se pose la question de la famille. Et donc, autour de la trentaine, il y a un décrochage, en fait, des rythmes. Il y a une désynchronisation des calendriers relationnels des hommes et des femmes. Au début de la vie sexuelle, tout se passe bien. Les filles et les garçons ont leur premier rapport, leur première expérience de baiser, leur première expérience, tout ça. Ça se passe en même temps. 15 ans pour les baisers, 17 ans, 18 ans pour les premiers rapports. Mais ensuite, le calendrier relationnel des femmes est plus précoce que celui des hommes. Et ça s'explique parce qu'elles ont des partenaires plus âgés. Et ça passe encore dans la vingtaine, tout se passe bien. Mais il y a un moment, autour de la trentaine, où les scénarios se désynchronisent parce que la question de la fécondité, de faire famille. Et nous, dans notre enquête, on a posé une question pour les couples. Est-ce que vous voulez des enfants dans 2 ans ou pas du tout, ou vous ne savez pas. Et c'est là où on voit le décrochage. En fait, les femmes veulent quand même, dans l'ensemble, celles qui veulent des enfants veulent en avoir dans 2 ans, et les garçons ne savent pas, enfin les hommes ne savent pas. Et c'est ce décrochage qui est lié aussi avec le fait que les femmes font l'expérience d'une date butoir, c'est-à-dire que à 30 ans, le petit, ce qu'elles appellent différemment le compte à rebours ou je ne sais quoi. L'horloge biologique. L'horloge biologique, c'est pas terrible non plus comme terme, mais en tout cas, on voit bien qu'elles font l'expérience. Elles anticipent quelque chose qui est borné, elles ont un horizon borné, et c'est une expérience que les hommes ne peuvent pas comprendre, parce que, certes, ils ne veulent pas forcément avoir des enfants à 70 ans, mais il n'y a pas cette idée d'une borne. En fait. Et je pense que c'est ce décalage qui crée des tensions. Et justement, pour pas trop essentialiser, parce que Florence l'a dit, c'est-à-dire cette volonté un peu de légèreté, de pas s'engager, on le trouve très bien chez des jeunes femmes. On a 18 ans, 19 ans, on ne va pas forcément s'engager non plus, on est très content de son situationship. Il y a des âges, en fait, où on va le retrouver très fortement chez les femmes aussi. Et de la même manière, si on monte dans les âges, on regarde ce qui se passe à 45, 50, 55, 60. Après une séparation, en fait, les hommes ont très envie de couple. Et en fait, très vite. Ils se mettent en couple plus souvent, ils se mettent en couple plus rapidement, et souvent, ils désirent la cohabitation. Alors qu'à cet âge-là, il y a beaucoup de femmes qui disent « Non, mais moi, je suis très bien chez moi, j'ai pas forcément envie de... » Oui, elles ont donné, quoi. C'est voilà, bon, c'est genre, ça. faut pas pousser. Et donc ça, c'est très bien montré par des collègues qui travaillent sur la remise en couple plus tardivement. Et donc, ça veut dire que les hommes ne sont pas en soi un profil évitant. En fait, les âges sont différents pour les femmes et les hommes. Et donc, en fait, le rapport au couple va aussi être différent à différents âges de la vie. Donc finalement, des femmes seniors, elles sont assez contentes aussi de formes de situationship. Et là, ce sont plutôt les hommes qui étaient quand même plutôt contents de cette vie de famille installée avec une table dressée, etc. En effet, le fait que les jeunes femmes sont assez ouvertes à l'idée d'avoir des relations qui ne soient pas des relations de couple, je pense que c'est aussi beaucoup lié à l'époque post-MeToo, dans laquelle on est encore aujourd'hui, qu'on a beaucoup exploré dans le Cœur sur la table, le fait de se rendre compte que le couple peut être un endroit de violence. Et pour ça, on va écouter un deuxième témoignage d'une jeune femme qui s'appelle Johanna, qui a 27 ans. On va lancer ça tout de suite. Alors moi, je suis dans une situationship depuis 2 ans, et c'est trop bien, et c'est vraiment la meilleure configuration qu'on aurait pu trouver pour nous deux. On est trop heureux comme ça. Alors pour l'histoire, on a commencé une phase de dating trop belle. Il m'a très rapidement beaucoup donné, que ce soit du temps, de l'affection, de la considération, des attentions. Et moi, je n'étais pas forcément habituée à ce rythme parce que je donne au fur et à mesure que la relation se consolide. Et lui, il me disait qu'il me donnait volontairement beaucoup dès le début, car il avait eu un coup de cœur pour moi et qu'il souhaite que je sache ce qu'il est prêt à m'apporter, à mettre sur la table. Parce que lui, il souhaitait tendre vers un format justement de couple. Et j'avais compris indirectement que c'était un peu à moi de me manifester lorsque je serais prête à vivre du couple avec lui, quoi. Sauf qu'en fait, pour moi, le couple, c'est ultra sacré. Je me mets jamais en couple juste pour voir. Je me mets en couple si vraiment je suis sûre d'avoir envie d'avancer dans le temps avec la personne. Et le truc, c'est que j'ai mis vraiment plusieurs mois avant de savoir que non, j'avais pas envie de me mettre en couple avec lui. Il me rend super heureuse, je l'estime beaucoup, je l'adore. Vraiment, je ressens même une certaine forme d'amour pour lui. Mais il y a plusieurs points qui font que je me projette pas en couple avec lui. Et notamment le fait qu'il soit pas très bavard et que globalement, on a du mal à communiquer ensemble. Alors pour moi, la communication, c'est un peu la clé du couple. Et j'ai longtemps cru qu'on arriverait à franchir ça. Et en fait, pas du tout. Et la preuve en est. J'ai dû mettre, je pense, 6 mois avant de vraiment être sûre que je ne souhaitais pas être en couple avec lui. Et on a acté, entre guillemets, la situationship après 1 an de fréquentation. Parce qu'en fait, les 6 autres mois, c'était impossible d'en parler avec lui. Dès que j'essayais d'en parler avec lui, il coupait court à la conversation. Il y a même une fois, il m'a stoppée.
en me disant « Ah non, je ne souhaite pas qu'on en parle aujourd'hui. Je veux qu'on en parle plus tard. Là, je suis pas prêt à ça. » Et en fait, il s'est tiré de chez moi. Pour nos 1 an, en quelque sorte, je lui ai pas laissé le choix. Je l'ai convoqué. Je lui ai dit « Je te convoque pour qu'on fasse un bilan de nos 1 an. J'en ai besoin. » Moi, je pensais qu'on allait statuer, qu'on allait du coup tout arrêter, parce que j'avais vraiment l'impression que je le faisais souffrir et que je lui imposais une configuration qui n'était pas la sienne et pas celle qu'il voulait. Au final, on s'est libérés tous les deux. Il m'a dit qu'il souhaitait, à l'époque, pas qu'on en discute parce qu'il avait trop peur que je parte. Et il m'a dit que ça a mis du temps pour lui de se faire à l'idée, mais que maintenant, il adore ce qu'on est et que finalement, il préfère ça du couple et qu'aujourd'hui, il se verrait pas en fait dans un autre format de relation avec moi. Je pense que par contre, dans une situationship, c'est super important de faire des bilans réguliers. Par exemple, on s'est promis de se dire quand on commencerait à avoir une relation qui compte avec quelqu'un d'autre, parce qu'on n'a pas envie de vivre avec le « Oh my God, si ça se trouve, c'est la dernière fois qu'on se voit ». Ce qui fait qu'en fait, ce qu'on vit, c'est hyper léger et agréable. Mon entourage sait qu'il existe. Je le définis un peu comme un amoureux, mais pas mon amoureux. Tous les deux, on a envie de tendre vers du couple exclusif. On a envie de vivre ça, mais pas ensemble. Donc on sait que la fin, ce sera quand l'un de nous se mettra en couple avec quelqu'un d'autre. Et là, ça fait ce mois-ci 2 ans, du coup, qu'on se voit et qu'on a cette relation. Donc, il est prévu qu'on fasse un giga bilan. Et puis, je vous dirai si ça évolue depuis. Je trouve qu'on entend bien ce que ça peut avoir de libérateur, mais en tant que femme, non ? Oui, en fait, libérateur. Mais en fait, c'est vrai que ça remplit un vide quand même, la situationship aussi. Alors, est-ce que ça remplit un vide ou c'est complet ? En fait, c'est quand même l'éternelle question. Mais en tout cas, en fait, ce qui est frappant dans ce témoignage, c'est que elle dit à un moment, pour moi, le couple, c'est sacré. Ouais. Et lui, il est pas assez bien, quoi, en fait. Donc, il y a quand même cette idée que la situationship, c'est quelque chose qui est plaisant, il lui donne beaucoup, ils échangent beaucoup, mais que c'est une position d'attente avant quelque chose de mieux encore. C'est ça, l'espace liminaire, en fait, voilà. entre le célibat et le couple. Ça me fait penser, moi, à cette question du divorce, en fait. Là, vous en parliez, vous avez créé des divorces à Binge. C'est pareil, en fait, chez les démographes, dans les années 80, il y avait une angoisse que le divorce détruise le mariage. Et en fait, le divorce n'a pas détruit le mariage. Le mariage s'est détruit tout seul, mais en tout cas, le divorce n'exprime qu'une manière de sacraliser encore plus le mariage. C'est-à-dire, c'est parce qu'on a une haute estime pour le mariage, beaucoup d'attention pour le mariage qu'on divorce. Et à la limite, j'ai presque l'impression que ces situationships sont aussi l'émanation du fait qu'on demande beaucoup au couple, qu'on a une très haute estime du couple, on sacralise le couple, et le couple, à l'heure actuelle, doit être à la fois une relation, bien sûr, amoureuse, une relation d'amitié, une relation de sexualité, éventuellement de parentalité, enfin, c'est beaucoup de choses. Et donc, c'est aussi parce que c'est difficile à faire qu'on essaie de s'en extraire et qu'on invente d'autres formes, mais qui ne sont pas forcément si complètes, quoi. Et quand on préparait cet entretien, vous m'avez dit que quand même les situationships, même si ça peut paraître libérateur comme dans le témoignage qu'on vient d'entendre, je trouve qu'on sent quand même qu'elle garde la charge de poser les limites, poser les contours, on doit faire une discussion, on en parle parce qu'il faut faire un point, et que lui a l'air assez passif en fait dans cette situation. Est-ce que ça c'est quelque chose que vous avez retrouvé ? Est-ce que c'est genré en fait ? Oui, je pense que c'est genré pour revenir au divorce. En fait, on sait aussi que c'est souvent les femmes qui prennent l'initiative de se séparer, de divorcer. C'est pas forcément parce que c'est que elles qui ont mal vécu la relation, mais quelque part c'est elles qui actent. C'est-à-dire que là, en fait, on prend une décision, on va le terminer. Et je pense que c'est quelque chose qu'on retrouve ailleurs dans la conjugalité hétérosexuelle, c'est-à-dire que les femmes sont sans doute celles qui sont plus proactives dans le fait de poser des mots, de dire on en est où, ça va pas, ou ça va. Et donc elles insistent beaucoup sur cette idée de bilan. Et je pense que ça a à voir avec la socialisation genrée, c'est-à-dire que les femmes généralement parlent plus de relations intimes, de leurs attentes, de ce qu'elles souhaitent avec leurs amis, mais c'est aussi une conversation qu'elles peuvent amener dans le couple, alors que la sociabilité masculine est généralement, évidemment il y a des exceptions, c'est en général moins en fait centré autour des discussions sur l'intime. Donc quelque part on parle parfois d'un travail émotionnel ou affectif, c'est-à-dire qu'il y a un
une division de travail dans la hétérosexualité où les femmes font plus de tâches ménagères, des tâches familiales, mais souvent, en fait, elles ont aussi un travail affectif de faire en sorte que soit que la relation continue ou bien prendre cette décision qui consiste à dire non, mais là, on s'arrête. Donc, je pense que ce terme de bilan, ça évoque aussi ça, en fait. L'explicitation aussi de faire parler sur la relation. En faisant des recherches pour notre entretien, j'ai découvert un mot qui s'appelle l'hétérofatalisme, qui a été forgé par un chercheur américain qui s'appelle Asa Seresin pour désigner l'ensemble des discours négatifs tenus par des personnes hétérosexuelles lorsqu'elles affirment que leur orientation est vouée à être dysfonctionnelle ou source de souffrance. Et donc ça, je me demandais si cet hétérofatalisme, qui sans doute est très lié avec le fait que de plus en plus de jeunes femmes se disent féministes, est-ce que ça pousse les gens vers des relations suivies ? En fait, l'hétérofatalisme, et en fait, le chercheur, au début, il parle de hétéropessimisme avant de reformuler. Je ne suis pas d'accord, en fait, parce que bien sûr, il peut y avoir le fatalisme individuellement, mais ça consiste quand même à faire une analyse de la société actuelle, comme si, en fait, il y a quelque chose de pourri dans le royaume de l'hétérosexualité et qu'on ne pouvait rien y faire. En fait, moi, j'ai au contraire l'impression que depuis MeToo, en gros, ça bouge, ça parle, ça discute, ça questionne, ça interroge et ça change. C'est-à-dire que moi, le fatalisme, je trouve que ça décrit mal notre époque contemporaine. Il y a un renouveau des féminismes qui est justement très proactif et qui discute. Et je veux dire, le podcast en est exemple. C'est-à-dire, on n'a jamais autant discuté de masculinité, féminité, hétérosexualité. Pour moi, c'est pas du tout du fatalisme. Après, individuellement, on peut tous et toutes être un peu fatalistes, mais je trouve que, en tout cas dans le contexte français, je trouve que ça décrit assez mal le moment qu'on est en train de vivre. Surtout qu'elle en parle avec plutôt de la joie, quoi. Elle a vraiment l'air d'avoir trouvé son équilibre. Et je trouve que l'entendre, ça nous fait un peu voir différemment l'idée que, par exemple, moi, j'ai l'impression que quand on entend parler de situationship, c'est beaucoup ça. C'est le combo parfait pour les mecs qui veulent pas s'engager, mais qui veulent avoir tous les avantages d'une relation affective et sexuelle. Mais là, finalement, elle trouve aussi son compte. Est-ce que ça, c'est plus autorisé maintenant pour les jeunes femmes ? Oui, en fait, il faut voir aussi le côté positif. C'est vrai, c'est que, en fait, c'est encore compliqué pour. On parle beaucoup des hommes et de leurs limites, mais c'est aussi très compliqué pour les femmes de s'assumer comme femmes désirantes, ayant du plaisir sexuel en dehors d'un cadre conjugal. C'est assez récent, en fait. Ça date de 50 ans, donc il y a encore un peu d'inertie, en fait, avant que toutes les femmes, d'ailleurs, s'autorisent ce genre de choses. Et c'est sûr que c'est pas encore gagné complètement l'égalité de ce point de vue, même si les choses sont en marche. Et ça se voit bien sûr dans les pratiques, puisque les femmes ont des relations suivies dans notre enquête. Les jeunes femmes ont des histoires d'un soir, à peu près aussi. Il y a à peu près le même nombre de femmes qui a expérimenté ce genre de sexualité déconnectée de toute relation d'anticipation conjugale et d'affection. Donc les choses bougent, mais forcément il y a des résistances de la part des femmes et de la part des hommes, évidemment. Désolée de rompre cette belle histoire, parce que quelques semaines après nous avoir envoyé ce vocal, Johanna nous a réécrit. Elle nous a dit que la situationship s'était arrêtée parce que le garçon qu'elle voyait avait été sur le point d'emménager avec une autre femme dont il ne lui avait jamais parlé avant cette discussion. Et oui, ce qui nous amène à explorer le dark side des situationships. Il fallait bien en parler un moment. Ou plus précisément, le fait que tant de gens, et surtout des femmes dans les relations hétéros, s'arrachent les cheveux dans ces relations sans prise de tête, finalement. Donc je pense que c'est pour ça qu'on en entend de plus en plus parler. Quand j'ai fait des recherches pour préparer cette émission, j'ai vu plein d'articles alarmants. Comment une situationship devient toxique, que faire si votre situationship vous bousille la santé mentale, 10 conseils pour vous sortir d'une situationship, tout ça. Donc pour illustrer cette face plus sombre, on va écouter un dernier témoignage, celui de Tamara, une femme hétéro de 25 ans qui vient de clôturer des études en psychologie. Ma première situationship, c'était après avoir... Donc j'avais eu déjà 2 copains avant. J'étais un peu dans une phase où j'avais besoin de sentir que je plaisais, j'avais besoin de sentir de l'attention masculine pour
pour plein de raisons. Et donc, je ne cherchais pas nécessairement quelque chose de sérieux. J'ai commencé à fréquenter ce Mathéo. Moi, j'avais 19 ans et lui en avait 25, si je ne dis pas de bêtises. Et très vite, effectivement, je me suis très bien entendue avec et j'ai commencé à développer des sentiments. Mais de base, notre situation, c'était plutôt en mode, on a des rapports, mais on est exclusif, mais on n'est pas ensemble. Et il n'y a pas d'histoire d'amour entre nous. C'est une histoire qui a duré des années et des années. Pendant 2-3 mois, on se voyait quasiment quotidiennement, j'allais chez lui, etc. Et puis, il a repris contact avec son ex-copine. Il m'a prévenue et donc on a décidé d'arrêter de se voir, continuer à m'envoyer des messages en me disant qu'ils essayaient de se remettre ensemble mais que ça allait pas, que j'étais mieux. Enfin voilà, il me mettait sur un piédestal tout en me descendant énormément, en me montrant en fait que j'étais la meilleure personne au monde mais que j'étais pas digne de son amour, en tout cas pas digne d'avoir un couple avec lui. Donc c'était pas une question de il ne voulait pas s'engager, c'était une question de il ne voulait pas, il ne se voyait pas s'engager avec moi. Donc j'avais l'impression que je devais mendier un peu son amour et que chaque chose qu'il pouvait me dire, même si c'était extrêmement violent et difficile, s'il y avait un compliment, eh bien ça m'apaisait et donc j'étais complètement dépendante. Dès qu'il revenait, je l'acceptais. Et puis ça a instauré un truc où il me disait que j'étais la personne la plus tolérante qu'il ait jamais connue, la personne la plus gentille, etc. Et donc moi, dans ce cadre-là, et vu que il me vénérait, entre guillemets, mais je pense qu'il l'a même peut-être dit de cette manière, je n'osais pas être autre chose que tolérante, gentille, à l'écoute et l'accepter dans son entièreté, parce que c'est ce qu'il me disait. Avec toi, je peux être complètement moi-même et ça m'arrive avec personne d'autre. Donc ça a duré, et puis finalement il a quitté son ex. On s'est revus, j'ai finalement réussi à mettre des limites en disant que je voulais quelque chose de plus sérieux. Ce qui me disait qu'il n'était pas encore prêt à me donner, mais que peut-être. Et donc, on était dans ce flou on continue à se fréquenter pour finalement, quelques mois plus tard, me quitter pour une autre femme. Après ça, continuer à me contacter en voulant avoir des rapports ensemble sexuels dans le dos de sa copine. Et puis moi, j'avais finalement tourné la page et je refusais ça, mais je pensais qu'on arriverait à garder une amitié. Ce qui n'a pas été le cas. Il a beaucoup dégradé et puis il a appris que j'aurais parlé de lui comme un ex et il m'a envoyé un message de 5 minutes pour me dire qu'il ne m'a jamais considérée comme une ex, qu'il m'a toujours dit qu'il n'avait jamais voulu être en couple avec moi, qu'on n'a jamais été en couple, qu'il fallait que je respecte ça et que je ne méritais pas le statut d'ex pour lui. Je n'étais pas son ex, j'étais une personne à qui il tenait beaucoup, mais je n'aurais jamais pu être son ex. Voilà. Alors, beaucoup de choses à dire. Déjà, j'ai envie de dire, là, on sent quand même les rapports de force qui sont spécifiques à cette forme floue de relation. Comment vous l'analysez ? Qui sont spécifiques à cette relation, j'ai envie de dire, et pas que, en fait. La surprise, c'est plutôt que, justement, dans ce cadre qui se veut léger, dans l'instant, etc., finalement, les femmes se retrouvent coincées dans le même type de travail relationnel, émotionnel, que dans un couple conjugal normal, quoi. C'est ça qui est surprenant. Ce qui est surprenant, choquant aussi, c'est la disponibilité temporelle, sexuelle, dans laquelle se retrouve cette femme, qui décrit en fait des mécanismes qu'on connaît. Le collègue Guillaumin décrivait ça il y a 50 ans, mais l'appropriation des femmes, en fait, l'appropriation de leur travail émotionnel ou domestique quand c'est dans un couple, le travail temporel, parce que là, en fait, elle est vraiment à disposition du temps. La situationship se définit sur on profite de l'instant, mais comment on fait en fait pour profiter de l'instant et comment accorder 2 calendriers bien chargés, on imagine, des 2 côtés, et comment on s'accorde, comment on se retrouve pour en même temps être dans l'instant, dans le désir du moment et sans que quelqu'un cède. Et en fait, c'est elle qui cède toujours.
Et puis alors la disponibilité sexuelle aussi, c'est-à-dire que visiblement les relations sexuelles sont au moment où il le souhaite, quel que soit son statut, lui. Et par contre, elle, quand elle décide de reprendre son individualité, c'est un problème. C'est-à-dire qu'il y a vraiment une appropriation du corps de la femme, de sa sexualité, et même aussi du chantage affectif, parce qu'elle reprend son individualité. Donc c'est quand même un peu désolant, cet exemple, mais bon... Oui, je pense que cet extrême est aussi en reflet avec l'autre, c'était de Johanna. En fait, Johanna était dans cette situation où en fait, c'est lui qui veut plus qu'elle. Et à un moment donné, elle se pose la question, mais moi, j'étais pas très à l'aise parce que j'ai l'impression que c'était asymétrique, je le faisais souffrir. Et là, dans cette dernière extrême, on a l'impression que lui, il se pose pas beaucoup de questions sur sa souffrance. Ah non, ça dure des années, je pars, je reviens, et puis mais non, enfin bon, c'est compliqué quand même. Ouais. Et en fait, je trouve que ces deux extraits, ça montre, ça pose la question des termes de consentement. C'est-à-dire, est-ce qu'on a le droit de faire souffrir quelqu'un dans une relation intime si cette personne est d'accord pour être dans la relation? Et je pense que face à cette question-là, il y a deux positions possibles. Soit on est dans une définition de consentement absolu, on dit bah oui, on a consenti, donc on prend sur soi, c'est la responsabilité de chacun de gérer ses affaires. Ou bien on a une position qui est plus de responsabilisation ou responsabilité vis-à-vis de l'autrui. Donc on doit se préoccuper de l'autre. Et moi, l'hypothèse que je ferais, c'est que par rapport à cette question-là, en général, les femmes et les hommes n'ont pas forcément les mêmes réponses. C'est-à-dire que les hommes seraient plus dans la position de consentement absolu en disant « t'étais d'accord, j'avais prévenu, j'avais dit... C'était prévu, j'ai jamais dit que je voulais être en couple, donc si tu souffres, c'est ton problème. » Alors que les femmes seraient plus dans une position de responsabilité vis-à-vis d'autrui, de dire « mais est-ce que je le fais souffrir? Dans ce cas-là, il faut qu'on parle, c'est pas normal, etc. » Et je pense que c'est en regardant les choses comme ça, comme étant deux manières d'envisager comment est-ce qu'on consent une relation, quelle responsabilité on a vis-à-vis de l'autre, qu'on peut comprendre pourquoi il fait ça et pourquoi est-ce qu'elle accepte ça. En fait, c'est des socialisations différenciées qui amènent à des positions très différentes sur ce qu'on doit à l'autre dans une relation intime. Et surtout, le plus cynique, je trouve, c'est que vraiment, elle sort d'un master de psychologie, quoi. Donc, elle sait très bien tout ce qui se passe, mais c'est comme si elle était rattrapée par tous ces schémas, ces grilles relationnelles sociales, en fait, qui lui font revenir. Mais là, on a parlé que d'hétérosexualité. Qu'est-ce qui se passe dans les situationships non hétérosexuels? Est-ce qu'il peut y avoir des rapports de force qui se rejouent de la même manière du fait de cette relation floue? Je pense que, évidemment, toute relation intime peut mettre dans cette situation de vulnérabilité, d'inégalité, parce que en fait, de vouloir l'engagement, c'est quelque part d'être en la position d'être demandeuse, et la personne du coup qui peut accorder ou non, dire on va être en couple, on va pas être en couple, est en position de pouvoir. Donc évidemment, cette asymétrie, on peut la retrouver partout, mais dans l'hétérosexualité, on se retrouve dans cette dynamique particulière aussi, le fait que ce soit les femmes en tant que groupe qui se trouvent entre guillemets surreprésentées dans la position à vouloir un engagement, ou une clarification en tout cas, et donc à être dans une position de dominer dans la situation. Et un terme intéressant qu'elle utilise elle-même, c'est la notion de dépendance. Et là, je pense qu'on peut aussi parler de fait, c'est un sociologue qui s'appelle Sonja Diane Hersbrunn qui disait que l'inégalité des sexes, dans l'hétérosexualité notamment, c'est deux choses. C'est la dépendance matérielle des femmes vis-à-vis des hommes. C'est-à-dire, souvent et traditionnellement, historiquement, les femmes ont dû être mariées pour survivre. Et ensuite, il y a aussi la dépendance affective. Alors, historiquement, maintenant, la dépendance matérielle, elle diminue parce que les femmes gagnent plus d'indépendance. Mais elle dit que la dépendance affective, elle est toujours là. Et c'est aussi le fait que les femmes font plus reposer que les hommes leur sentiment de valeur et de reconnaissance sur l'amour de l'autre. Donc, quelque part, de vouloir la validation de quelqu'un d'autre. D'ailleurs, elle le dit au début. Elle dit, j'étais dans une période où j'avais besoin de validation masculine. Enfin, elle en a l'air assez consciente, en fait. Elle était très jeune, 19 ans. Et donc, ça, c'est vraiment propre à l'hétérosexualité, quoi. Oui, et c'est plutôt, même plus encore, propre au genre, je pense. C'est-à-dire que là, on retourne sur ce que disait aussi Florence tout à l'heure, des socialisations aussi genrées, en fait, à
l'amour, à l'intimité. Et c'est vrai que je pense qu'encore aujourd'hui, les femmes et les hommes ont des rapports asymétriques et différents à leurs relations intimes, attendent différentes choses, et que cette socialisation genrée place, pas toutes, mais beaucoup de femmes dans une situation de dépendance vis-à-vis, pas forcément de leur conjoint, si dans le cadre hétérosexuel, mais de l'amour, en fait. La place que l'amour occupe et le regard de l'autre, la place que occupe le regard de l'autre et la validation de l'autre pour qu'on ait l'impression d'avoir de la valeur, tout simplement. Bon, il y aurait encore beaucoup de choses à dire, mais on va bientôt passer aux questions du public, donc vous pouvez commencer à y réfléchir si vous avez des choses à nous dire. Avant ça, est-ce que vous auriez une recommandation à faire en lien avec notre discussion d'œuvres d'art ou un livre, quelque chose ? Un livre, ça serait le Future Sex de Emily Witt, qui parle un peu de choses qu'on a discutées ce soir. Donc, c'est une journaliste américaine et qui, du coup, décrit un peu ce moment où elle sort de la vingtaine, où elle voulait plutôt s'amuser, avoir des situationships. Et puis, en fait, à la trentaine, se pose la question du couple. Et du coup, c'est un livre qui ouvre beaucoup de questions sur le sexe contemporain. Donc, c'est un regard très humoristique, c'est très drôle. Et ça fait réfléchir justement aussi sur comment, en fonction de là où on est dans la vie, qu'est-ce qu'on désire et à quoi on aspire et c'est quoi le sexe aujourd'hui. Après cette première partie d'émission, Marie Bergström et Florence Maillochon ont répondu aux questions du public sur la possibilité de vivre heureux ou heureuse sans relation romantique, sur les frontières entre amitié et amour, ou encore sur les pistes possibles pour faire couple autrement. Cet échange sera disponible à l'écoute uniquement pour les membres du Binge Club. Pour s'abonner, c'est très simple, il suffit de cliquer sur le lien dans la description. Voilà, c'est la fin de cet épisode spécial du Cœur sur la table. On n'a abordé qu'un tout petit aspect de l'immense enquête à laquelle Marie Bergström, Florence Maillochon et des dizaines d'autres universitaires ont participé. Si vous voulez creuser le sujet, je vous recommande la lecture du livre « La sexualité qui vient, jeunesse et relations intimes après MeToo », paru en mars 2025 aux éditions La Découverte. C'est très documenté, mais ne vous en faites pas, c'est assez accessible. Il y aurait 1 milliard d'autres choses à raconter sur les situationships. Cet épisode, c'était qu'une première étape pour plonger dans le sujet, mais on réfléchit à développer ça. Si vous voulez qu'on creuse cette thématique dans le Cœur sur la table, faites-le savoir dans les commentaires de l'épisode ou sous nos posts réseaux sociaux. Vous pouvez aussi nous écrire par mail à l'adresse lecoeur@binge.audio. Et si ça vous a plu, surtout partagez cet épisode autour de vous. Ça nous aidera beaucoup à le faire circuler. Le Cœur sur la table est un podcast documentaire créé par Victoire Tuaillon et produit par Binge Audio. Je m'appelle Naomi Titi, je suis journaliste. J'ai pris la suite de Victoire pour incarner ce podcast et c'est moi qui me suis occupée de préparer, mener et monter cet entretien grâce au concours de toute une équipe. Prise de son, Paul Berthiaud. Réalisation et mixage, Jude Rigaud. Production et édition, Marie Foulon. Communication, Lise Niederkorn, rédaction en chef, Thomas Rozek. Merci à tout le reste de l'équipe de Binge et à l'équipe du Mazette d'avoir rendu cet enregistrement possible. Merci infiniment aux personnes qui nous ont raconté leur histoire par vocal. Merci au public qui était présent pour nous soutenir au Festival des 10 ans de Binge. Et bien sûr, merci à vous, chers auditrices, pour votre précieuse écoute. À bientôt dans Le Cœur sur la table.